vérité au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans le 20h de ce vendredi, nous allons vous proposer le bilan d'activité du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA 2 ans après son lancement, les projets réalisés et en cours de réalisation. Restez avec nous pour ensemble les découvrir. Mais bien avant, nous allons également ensemble prendre connaissance de la carte de fertilité des sols dans la région centrale avec le ministre en charge de l'agriculture. La journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Le Togo marque l'événement ce jour par une opération de destruction des stupéfiants saisis. Le Togo dans la lutte contre le trafic illicite des drogues et la criminalité organisée. Un sujet à découvrir dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Lancée depuis 2017, la carte de fertilité des sols est un projet phare du gouvernement togolais avec pour ambition accroître durablement la productivité agricole et améliorer le revenu des producteurs. Un outil moderne dont le ministre en charge de l'agriculture vante les mérites aujourd'hui dans sa tournée nationale. Étape de la région centrale à Lamatessi dans ce reportage de Désiré Aloy. Désormais, faire référence à la carte de fertilité du Togo, l'autre paire de manches pour contribuer à booster le secteur agricole. Le gouvernement togolais multiplie des efforts dans le secteur, des appuis multiformes comme le projet d'élaboration de la carte de fertilité des sols agricoles du Togo, avec le soutien de la FAO, le Maroc et d'autres partenaires. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique à Lamadessi pour partager les résultats du projet avec les producteurs. Une sensibilisation en somme des acteurs à partir des informations disponibles, comment les producteurs peuvent utiliser ces résultats. Dans le cadre de la riposte à la pandémie, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, a misé sur l'intensification de la production agricole pour construire la résilience des populations rurales. Intensification de la production agricole va avec l'utilisation rationnelle des intrants, en l'occurrence des fertilisants, des semences et de la mécanisation. Le gouvernement a élaboré avec l'appui de la fondation OCP la carte de fertilité du sol qui permet aujourd'hui de déterminer exactement la qualité des sols en matière de phosphore, d'acidité et de matière organique. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour lancer la caravane de sensibilisation des producteurs pour leur indiquer les doses de matière organique adaptées à leur sol, suivant les renseignements que l'analyse de leur sol ressort. C'est leur dire aussi les doses d'engrais qu'ils doivent utiliser en termes de NPK ou d'urée et de matière organique afin d'avoir de meilleurs rendements sur leurs parcelles. À la fin, c'est d'arriver à accompagner les producteurs pour qu'ils doublent leur rendement et qu'ils doublent par ricochet leurs revenus durant les campagnes agricoles à venir. Tourner aussi pour s'assurer du niveau de la mise en place des intrants agricoles. Un magasin parmi tant d'autres visités à Sotouboua. L'approvisionnement de l'urée, j'ai eu 48 tonnes. En urée, 46%. En NPK, j'ai eu 45 tonnes. Plus 24 tonnes pour l'année passée. Mais je suis en train de gérer ça. J'ai vendu plus de 20 tonnes pour le début de l'année. Il y a de l'engouement. Le ministre Noël Bataka rassure par rapport à la disponibilité des intrants à travers le pays. Dans le cadre du plan de riposte à la pandémie, plus de 100 000 tonnes d'engrais ont été commandées par le gouvernement et plus de 30 000 tonnes commandées par le secteur privé, ce qui permet aux producteurs pour cette campagne d'avoir suffisamment d'engrais pour cultiver massivement et améliorer leurs conditions de vie et construire leur résilience. Avec les agrégateurs
tous les acteurs agricoles sont conviés à mieux suivre les recommandations que les cartes de fertilité des sols leur donnent pour qu'ils adoptent les meilleurs itinéraires techniques pour l'amélioration de leur production. Échange avec les acteurs de la chaîne de valeur agricole afin de bénéficier des conseils pour mieux s'orienter dans la production et la transformation. Depuis que la campagne a commencé, nous avons des engrais dans tous les magasins. L'accès est très facile et nous nous posions la question de savoir pourquoi ça a été exceptionnel cette année. C'est aujourd'hui que nous avons appris que c'est le président de la République, malgré ces moments difficiles que nous traversons par l'existence de cette pandémie. Et par surcroît, il y a eu cette formation qui a été faite sur la carte de la fertilité des sols, qui nous indique comment utiliser les engrais par rapport aux besoins du sol. Et cette information qui nous est donnée par la présentation qui est faite nous permet d'optimiser, de quadrupler les rendements, donc les revenus de nos ménages, et ceci va booster l'économie dans le secteur agricole. À Boufoulou, situé à une dizaine de kilomètres dans l'est de l'Amadessi, c'est un projet avicole ambitieux qui se matérialise. Et ici, 1 080 000 poulets de chair seront disponibles d'ici à décembre. Coût du projet, 4 milliards de francs CFA. Le ministre Bataka sur les lieux pour visiter la structure en gestation. Comme cet abattoir moderne, Anada à Sokodé en voie de finition. Projet de Padat évalué à 370 millions de francs CFA. Le Togo, face à la pandémie au Covid-19, ne baisse pas les bras. En amont et en aval, il s'active pour maintenir la courbe de production agricole, un secteur porteur d'espoir qui propulse la croissance économique, la réussite du PND. Et toujours dans la région centrale, le ministre Koutera Bataka s'est rendu à Lamawere où 12 hectares servent de production du riz, du maïs et de l'arachide à travers le projet d'appui au développement agricole du Togo. Sur place, il était question d'entretenir les producteurs sur la vision du projet porté par le gouvernement et ses partenaires. Le compte rendu avec Désiré Aloy. C'est davantage le secteur agricole, l'un des maillons forts de croissance économique du pays. Parmi les nouveaux engagements à mettre à l'actif du projet d'appui au développement agricole du Togo Padat, l'aménagement de ce bas dans la préfecture de Sotoubois. 12 hectares sont en train d'être emblavés. Une visite du site par le ministère en charge de l'agriculture pour apprécier les travaux exécutés aujourd'hui à 92%. Le projet vise la réalisation des infrastructures, c'est-à-dire aménager les bas-fonds que les gens exploitent avant pour augmenter la productivité de ces bas-fonds. Et dans ces bas-fonds, lorsqu'on aménage les bas-fonds, on essaie d'apporter des appuis en intrants, en matériel à ces producteurs-là pour booster la production. Une fois que les productions sont boostées, le projet prévoit la construction des magasins de stockage pour pouvoir stocker ces productions-là et ensuite pour aménager des pistes pour que les gens puissent vendre facilement leur production. Déjà, les parcelles réservées au maïs et à l'arachide portent espoir. Les producteurs volontiers qui ont cédé les portions s'engagent à travailler à la réussite du projet. Nous sommes entièrement d'accord pour vraiment mettre en œuvre ce bas-fond. Nous allons mettre du riz. Donc au gouvernement, on le remercie d'avance pour avoir vraiment déblayé ce bas-fond pour nous. Maintenant, nous attendons la bonne semence et la main d'œuvre. Le gouvernement est prêt pour vraiment se mettre à l'œuvre. Le projet vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des petits producteurs agricoles par une production optimale dont les excédents à mettre en marché. Suivant la planification, 792 hectares type 2 sont prévus à être aménagés courant l'année 2020, additionnels à 1339 de type 1. En somme, 5000 hectares concernent le projet au plan national. Une politique du gouvernement togolais pour contribuer à matérialiser l'axe 2 du plan national de développement.
Voilà qui nous amène à ce dossier bilan des activités du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA lancé par le chef de l'État Faure Sozimna Singbe en juin 2018. Le MIFA fait son chemin et deviendra plus tard une société anonyme pour augmenter le volume de son accompagnement aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Ces acteurs témoignent leur satisfaction et le MIFA promet faire mieux et encore mieux pour l'agriculture togolaise. Le MIFA a 2 ans d'activité et un dossier signé. Luc Cassi. Destiné à accroître l'engagement du secteur bancaire en faveur du monde agricole, le MIFA s'est mué en société anonyme depuis juin 2019. À travers cette migration, le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA SA veut accroître considérablement le volume de prêts accordés aux producteurs ou entrepreneurs du secteur tout en baissant les taux d'intérêt. 1 million de producteurs sont visés. L'ambition est de permettre au mécanisme de générer des lignes de crédit jusqu'à 10 fois le capital d'amorçage investi dans un délai de 10 ans. Finalité, porter les prêts agricoles de 0,3% à 5% du total des prêts bancaires. L'idée a fait du chemin 1 an après le renouveau. Entre août et septembre 2019, par exemple, le mécanisme a facilité l'octroi par les institutions financières d'un peu plus de 3,8 milliards de francs CFA de crédit au profit des acteurs des chaînes de valeur agricoles. Ce sont 200 projets qui ont pris corps par le biais de ce financement avec à la clé 51 667 bénéficiaires et près de 86 000 emplois impactés. Et pour 2020, l'ambition est de taille. Plus de 50 milliards de francs CFA de financement sont entendus. Le mécanisme surfe sur son bilan positif de 2019 pour mobiliser ce fonds. En 2019, nous avons réussi au niveau du MIFA à faciliter le financement du secteur à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Mais pour cette année 2020, les ambitions sont grandes. Notre objectif, c'est d'atteindre un financement de 50 milliards de francs CFA. Et à ce jour, nous avons un portefeuille qui s'élève à 26 milliards de francs CFA. Et avec la pandémie liées au Covid-19. Nous avons échangé avec les banques, des dispositions sont prises, des engagements sont pris. Nous allons continuer le travail pour assurer le financement du secteur. Le MIFA même est une garantie puisque nous travaillons déjà sur un certain nombre de contraintes que ces banques rencontrent dans le secteur agricole. Je vais en citer quelques-unes. Les banques ont parlé de la non-professionnalisation des producteurs. Le MIFA travaille sur le terrain pour organiser ces producteurs en coopérative, leur donne des formations, les assiste au respect des itinéraires techniques. Donc, c'est une réponse précise à ces préoccupations. Les banques ont soulevé d'autres contraintes liées à une méconnaissance du secteur agricole et ont demandé une formation pour avoir une meilleure connaissance de ce secteur. Le MIFA apporte une assistance technique aux banques puisque nous travaillons avec elles dans l'évaluation, l'analyse des dossiers, dans le suivi pour qu'elles aient l'expérience. Et enfin, les banques ont soulevé la question de la sécheresse, des aléas climatiques. Nous avons également parlé des dispositions qui sont prises pour développer l'assurance agricole dans le secteur. Le mécanisme participe également à l'effort de guerre contre le Covid-19. Fondé sur le partage de risques, le MIFA SA veut éviter une crise alimentaire au moment où la pandémie affaiblit déjà l'économie. La structure a mis en œuvre depuis le mois dernier des mesures incitatives pour aider les agripreneurs à faire face aux effets néfastes du Covid-19. Elle a mis à la disposition des producteurs des crédits intrants. Ceci afin de leur permettre de disposer des crédits des intrants agricoles à temps. Les importateurs agréés seront aussi accompagnés. Déjà, en février dernier, le MIFA SA a bénéficié d'un financement de 7,5 milliards de francs CFA du Khalifa Fund pour accompagner les PME-PMI dans les chaînes de valeur agricoles. 13 000 emplois chez les jeunes et les femmes sont visés par ce financement. Près de 29 000 micro-entreprises, 676 petites entreprises et 163 moyennes entreprises sont concernées. La structure a aussi signé un accord avec l'African Lease Togo en vue de financer les entreprises de prestation de services de mécanisation.
On parle de 2,3 milliards de francs CFA pour fournir une centaine de tracteurs modernes aux entrepreneurs agricoles. Inspiré du modèle nigérian, le mécanisme a été lancé en avril 2018 par le chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe sous la dénomination Fonds Tirsa. En juin de la même année, il est devenu MIFA pour mieux répondre aux réalités nationales. Pour la phase pilote qui a duré 6 mois, le mécanisme a impacté près de 18 800 producteurs, soit un taux de réalisation de 200%. La suite de cette édition, la 3e conférence internationale sur les entreprises sociales et la responsabilité sociale des entreprises est annoncée pour les 29 et 30 juin prochains à Lomé. Un rendez-vous inédit où les jeunes entrepreneurs débattent des sujets qui favorisent la croissance endogène et permettent la réduction des inégalités financières et sociales. Les grandes lignes de l'acte 3 de cette conférence avec Lucassi. La crise sanitaire mondiale a mis à rude épreuve les économies des pays africains. À l'heure où il est question d'apprendre à vivre avec le Covid-19, en attendant de trouver un moyen de le guérir, des réflexions sont menées pour une stratégie gagnante d'une transition inclusive, sociale et écologique réussie après la pandémie. C'est dans ce contexte que la conférence internationale sur les entreprises sociales et la responsabilité sociale des entreprises est organisée pour le 29 juin prochain. Elle se fera par visioconférence depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud, l'Égypte, les États-Unis, la France, le Maroc, la Suisse et le Togo. Plus de 800 chefs d'entreprise, décideurs publics, partenaires au développement, médias et acteurs de l'économie sociale et solidaire vont prendre part et interagir en ligne lors de ce rendez-vous. L'événement qui a sa 3e édition verra la participation de Victoire Tomega Dogbe, ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de Wilfried Loriano Dorego, coordonnateur du Conseil présidentiel de l'Élysée pour l'Afrique, la ministre animera une table ronde. Elle va partager avec les autres participants à cette rencontre les belles expériences togolaises en matière d'entrepreneuriat social. La conférence a pour objectif de positionner les entreprises à impact comme un levier important dans la relance économique post-Covid-19. Jean-Michel Severino, président d'un fonds dédié aux PME en Afrique, marquera également ce rendez-vous en ligne de sa présence. Organisé en collaboration avec l'ambassade des USA au Togo, le groupe Ecobank ETI et le gouvernement togolais, l'événement a pour thème l'après-Covid en Afrique, la stratégie gagnante de la transition inclusive, sociale et écologique. Avant l'ouverture de cette conférence qui se fera d'ailleurs en ligne, et vous venez d'ailleurs de l'apprendre, les jeunes entrepreneurs togolais inscrits dans le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs profitent d'une formation d'encadrement de 2 structures sur les techniques de proximité. Le point de la séance de recyclage dans ce reportage de Sylvain Abdou. Depuis sa mise en œuvre en 2016, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAESP a créé plus de 30 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects. Ceci dans les différentes chaînes de valeur agricoles, notamment le soja, le maïs, le manioc, la volaille et les petits ruminants. Aujourd'hui, il est à travers ce projet question de renforcer le dispositif d'accompagnement et de suivi du projet sur le terrain. Ce suivi accompagnement sera exécuté par 2 structures, Inades Formation et Agaïb Central, recrutées pour la circonstance. Pour donc procéder au démarrage de cette mission, les 2 structures reçoivent ici des outils de recadrage pour une meilleure opérationnalisation du travail sur le terrain. Il est de bon temps que nous partageons la vision, la stratégie et les résultats du projet avec ces 2 structures-là. Donc c'est ce qui a motivé cet atelier pour les outiller à avoir des rudiments indispensables pour un meilleur accompagnement des bénéficiaires du projet. Il s'agit donc de leur fournir tous les outils nécessaires
en ce qui concerne par exemple l'effectif des primo-entrepreneurs sur le terrain et leur situation géographique, ainsi que les ONG qui opèrent déjà, mais sur d'autres volets en vue d'une meilleure collaboration. Essentiellement, c'est de connaître le nombre de bénéficiaires, les localisations géographiques, ce qui est important, et les autres structures d'accompagnement avec qui elles doivent travailler. Parce qu'il y a d'autres ONG qui sont sur le volet alphabétisation, il y a d'autres qui sont sur le volet genre et entrepreneuriat féminin. Ces deux ONG, Agaïb Central et Inades Formation, vont faire le suivi, accompagnement technique en matière d'amélioration de la gestion d'entreprise de ces jeunes-là. Selon la répartition, Agaïu va couvrir les régions de la Savane, Kara et Centrale. Cette mission consiste à faire le suivi, accompagnement de proximité des primo-entrepreneurs, agrégateurs et institutions de microfinance sur tout le processus de production. Elle consiste par exemple à vérifier si tous les engagements pris par les primo-entrepreneurs sont respectés en termes de superficie emblavée et au niveau des entreprises structurantes, voir si les clauses du contrat d'achat sont maintenues. Il faut quelqu'un de proximité pour voir est-ce que les engagements sont pris, ceux qui sont pris sont en train d'être respectés. Nous avons par exemple les primo-entrepreneurs, il y a des producteurs de soja. Donc tout commence par le choix de la parcelle. La parcelle qui va être emblavée, comme c'est bio, elle ne doit pas être proche par exemple des superficies où les gens font le coton ou le maïs, il y a l'engrais. Donc à la sélection déjà de la parcelle, on doit être là pour être sûr que le jeune qui a pris le financement de pays ne s'est pas trompé de choix de parcelle. Au niveau des agrégateurs également, ils achètent le soja bio. Donc on suit le processus à l'achat, le prix qui a été convenu. Après, il faut qu'on s'assure que l'agrégateur ne va pas tricher le promoteur. Il ne va pas dire non, ce n'est pas bio, c'est le soja conventionnel, tout simplement parce qu'il va acheter moins cher. Donc ce travail-là va être fait de commun accord avec les entreprises structurantes. Inades Formation, quant à elle, a pour zone de couverture la maritime et les plateaux. Et la mission reste la même. Il s'agira de les accompagner sur le plan technique. Sur le plan technique au niveau de la production, de la transformation, mais surtout aussi par rapport à la gestion de l'exploitation, de leur exploitation. Donc notre travail est très important dans l'appui à l'élaboration, à la gestion des plans d'affaires, le suivi des primo-entrepreneurs et des agrégateurs dans le respect des différents engagements contractuels qui ont été pris, l'appui pour le respect des normes de qualité des produits qui vont être mis sur le marché. Cette stratégie consiste à restructurer le secteur pour permettre à chaque acteur, notamment primo-entrepreneurs et entreprises structurantes, de respecter tous les engagements pris. Ceci pour permettre au projet d'atteindre son objectif, celui de créer les conditions d'une croissance économique forte et inclusive. L'information du jour avec cette ambiance peu commune au champ de tir à Guenivé. Le VACAM produit suite à l'incinération de quantité de drogue saisie au Togo pour marquer la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Le Togo joue ainsi sa partition dans cette lutte mondiale et au ministre en charge de la sécurité d'en appeler à la vigilance de tous. Le compte-rendu de l'opération avec Marie-Ange Bida. De la flamme, un feu qui crépite, des objets qui explosent. Cette mélodie n'est autre que celle de la drogue et des produits illicites saisis et incinérés ce 26 juin. Une symbolique qui inaugure la commémoration de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues au Togo. Et cette année encore, le message est sans appel. Parfois vous voulez acheter un comprimé, on dit non, et ça coûte moins cher. Vous achetez ce produit sur la place publique, pensant que ça va vous faire du bien. Au contraire, ça va endommager encore votre organe. Il vaut mieux aller dans les officines reconnues officiellement. Et en cas de question, on peut s'adresser à ces officines. L'huissier de justice a donné les chiffres. C'est les chiffres qui font peur. C'est vrai, notre pays, la plupart du temps, sert de transit. C'est vrai, ce n'est pas destiné à la consommation locale. C'est des produits saisis par les forces de défense et de sécurité. J'ai saisi aussi cette occasion
non seulement pour rendre hommage au président de la République pour les moyens mis à la disposition des forces de répression. Je voulais aussi féliciter les forces de répression, que ce soit la douane, la police, la gendarmerie, les forestiers. Avant incinération, les drogues et produits illicites ont été testés par le laboratoire de la police nationale. Le tout sous supervision d'un huissier de justice. Pour mettre fin au trafic sous toutes ses formes, le Togo s'arme de jour en jour. La stratégie de lutte contre la drogue et le crime lancée par le ministre de la Sécurité en novembre 2019 prévoit de réduire de façon drastique la disponibilité des drogues et des produits du crime sur le territoire togolais. Sur l'aspect juridique, en ce qui concerne les usagers de drogue, la mise en place des mesures d'alternatives à l'incarcération, par exemple des usagers de drogue, et aussi la mise en place des structures pour pouvoir procéder très rapidement à la confiscation et au gel des avoirs des criminels. Au niveau de la prise en charge des usagers de drogue, de la réhabilitation, aussi ce plan prévoit de nouvelles mesures. Si aujourd'hui le trafic des drogues dures que sont l'héroïne et la cocaïne se font de moins en moins sur le territoire togolais, il n'en est pas de même pour le cannabis, les substances psychotropes et autres. Les parents sont interpellés. Le cannabis est de plus en plus consommé par notre jeunesse, ce qui est alarmant. Si les parents connaissent les effets néfastes des stupéfiants, ils seront très vigilants vis-à-vis de leurs enfants. Quand l'enfant rentre de l'école, pour voir qu'est-ce qu'il a dans son sac. Parce qu'il est de plus en plus constaté qu'il y a des gens qui rôdent autour de nos écoles, les lycées, pour vendre du cannabis aux élèves. Et les élèves pensent qu'en prenant du cannabis, en fumant, il a la mémoire fraîche, il peut bien assimiler, il devient beaucoup plus courageux. Donc il faut que les parents soient vraiment vigilants. Une meilleure connaissance pour de meilleurs soins. Le thème de cette année est une invite à tous. Chaque citoyen à son niveau est concerné et se doit d'agir pour que cesse ce trafic pour le bien des générations futures. Une lutte, un engagement pour le Togo de préserver sa population contre les effets indésirables et toxiques des drogues. Plusieurs mesures sont déjà prises et un plan d'action est en étude pour décourager davantage ceux-là qui se donnent à cette pratique illégale. Le point des actions menées au Togo dans ce dossier signé Estelle Komlani avec au commentaire Abidi Nyasimbi. L'usage de la drogue croît considérablement depuis quelques années, surtout chez les jeunes. En témoigne le rapport de l'Organisation des Nations Unies contre le crime de juin 2019. Il ressort qu'environ 271 millions de personnes, soit 5,5% de la population mondiale, âgée de 15 à 104 ans, ont déjà consommé des drogues au moins une fois dans leur vie. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur leur santé. Certains en deviennent même addictifs. Nous avons deux types de drogues, deux catégories de drogues. Les drogues dites licites, ceux qui sont autorisés par la loi, mais qui sont réglementés. En ces drogues-là, normalement, pour les avoir, il faille être majeur. C'est la cigarette, c'est le tabac, c'est les médicaments et c'est l'alcool. Et nous avons les drogues dites illicites, ceux que l'État condamne. Et c'est des drogues telles que le cannabis, la cocaïne. Et une personne qui commence par s'adonner à cette drogue-là, avec le temps, si elle continue, si elle en abuse, elle devient dépendante. Puisqu'il s'agit d'un phénomène récurrent, les autorités togolaises mettent les moyens pour le ralentir. Le pays veut adopter un plan national de lutte contre la drogue pour la période 2020-2024. Il permettra de lutter contre le trafic et la consommation de la drogue et aussi contre le crime. Au niveau de ses partenaires, des actions sont menées parallèlement. Nous, membres de la société civile, nous sommes partenaires du CNAD qui nous appuie dans tout ce que nous faisons, notamment nos supports de communication que nous sortons pour sensibiliser, sont validés par le CNAD. La prévention, le traitement, la répression, les gels et confiscations des avoirs des criminels, autant de mesures dans la lutte qui viennent en appui au système de coordination du Togo contre la drogue.
Encore des présumés malfrats présentés ce jour à la presse de réseaux criminels spécialisés dans le vol et la production de fausses pièces de moto. Les faits dans les détails dans ce compte rendu de Abidé Nassimbe. Ils sont 12 malfrats appartenant à 2 réseaux criminels présentés par la police nationale. Le premier réseau est spécialisé dans le vol de motos et le second dans la production de fausses pièces de moto d'origine douteuse. Tout se passe dans la nuit du 16 au 17 juin 2020 quand une équipe de la force spéciale Miss Anti-Pandémie FOSAP en patrouille a interpellé le premier réseau, une moto à la main. La police nationale relate les faits. Les nommés Sodoga Sousa et Adjimaoko se sont introduits dans la nuit dans le domicile d'un citoyen 6 à Adidogome, non loin de Madiba, où ils ont réussi à emporter sa moto après avoir sectionné les fils. Dans leur repli et du fait de la fermeture des frontières, ils ont requis les services d'un passeur, le nommé Ajavon Raymond, pour les aider à rejoindre le Ghana avec l'engin volé. Quant à ce réseau de 10 faussaires interpellés par la police nationale, il est parfaitement organisé et composé de démarcheurs, de receleurs, de mécaniciens, d'informaticiens qui agissent avec la complicité de certains agents véreux de la direction des transports routiers et ferroviaires. Le nommé Sorsi Agbessi, magasinier à la direction des transports routiers et ferroviaires, est approché par le nommé Afangbeji Charles, un démarcheur à la solde des voleurs de motos et des vendeurs de motos d'origine frauduleuse. Au mépris des formalités conventionnelles requises pour l'obtention des plaques d'immatriculation, cet agent véreux de la direction des transports routiers soustrait frauduleusement et met à la disposition du nommé Afangbeji des plaques régulièrement fabriquées par son institution à l'insu de ses supérieurs hiérarchiques. Les autres faussaires, au rang desquels on compte un imprimeur, interviennent pour fabriquer des cartes grises, des fiches de visite technique et des plaques d'immatriculation déjà en leur possession. Cette étape finie, il livre ses fausses pièces ainsi que la plaque d'immatriculation au client. Ce dernier circule avec ces pièces d'apparence vraies, mais qui en réalité ne sont pas enregistrées dans la base de données de la direction des transports routiers et ferroviaires. La perquisition de l'ensemble de leur domicile a permis de découvrir et de saisir 21 motos d'origine douteuse, 24 moteurs de motos de différentes marques, 7 jantes, des pneus et des accessoires de pose-pied. L'enquête a permis également de saisir 7 plaques minéralogiques ainsi que 2 ordinateurs complets servant à la fabrication des pièces. C'est le lieu de rappeler que la direction des transports routiers et ferroviaires est le seul service public habilité à délivrer les permis de conduire ainsi que les autres documents afférents à la conduite des véhicules à moteur. Toutes les démarches parallèles exposent leurs auteurs à la rigueur de la loi. Cette moto de marque Aoudjou a été volée dans la nuit du 29 au 30 mai dans un domicile à Kanikope. La victime a reconnu ici sa moto et se souvient des circonstances du vol. De nuit du vendredi au samedi matin, je me suis levé, je n'ai pas retrouvé la moto chez moi. J'ai vu que la porte était ouverte, grandement laissée. Donc je suis sorti directement aller faire la déclaration à la police. Après une semaine encore, ils m'ont appelé pour me dire que la moto était trouvée, les voleurs ont été appréhendés. La police nationale saisit l'occasion pour inviter les populations à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre dans leur quête quotidienne de la tranquillité et de la sécurité pour tous. La suite de cette édition avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus à ce jour du vendredi 26 juin 2020 au Togo, et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 591, dont 3 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 395. Un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs
de 182, le nombre de décès est de 14. Et cette situation est signée du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Miji Yawa. Et voilà qui nous amène une fois de plus à reconnaître que la maladie est toujours dans le mur. Alors vigilance. Et Dame Toussoupo nous décrit la maladie, ses manifestations et sa prévention surtout. Regardez. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins, parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous pour la fidélité. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. La TVT au cœur de l'information. L'Agence nationale